Alors, la deuxième partie, c'est très dur de mettre en évidence ça, mais j'essaie de le faire. C'est trouver un bâtiment. Je suis bien en partage d'écran. Oui. Trouver un bâtiment qui instrumenté, parce que le but du jeu, pour prouver que ça ne surchauffe pas, ou que ça surchauffe, ou que ça marche, ou ça ne marche pas, il faut que ça soit instrumenté. Et trouver un bâtiment qui ait aussi un peu de retour d'expérience, de temps de fonctionnement, que ça fonctionne bien dans le temps, où il y a une période caniculaire, etc. C'est assez complexe. Donc j'ai réutilisé un bâtiment qu'on présente souvent. Pourquoi? Parce maintenant il a 11 ans. C'est une conception d'un bâtiment passif, passif dans le sens pas favorable justement à un confort d'été. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment isolé, comme on l'a vu tout à l'heure, plus le bâtiment est isolé, plus il va monter en température. Le bâtiment passif ramène aussi des problématiques de confort d'été. Dans le bâtiment pas isolé, il suffit de couper le chauffage pour que cette chaleur s'évacue tant qu'il ne fait pas plus chaud dehors que dedans. Dans un bâtiment passif, c'est une thermos. Si vous chauffez votre maison en hiver à 24 degrés, vous commencez l'été à partir de 24 degrés. Et lors que dans un bâtiment non isolé, vous allez redescendre à une température moyenne quasiment légèrement au-dessus que celle de l'extérieur. Donc on ramène aussi des problématiques de confort d'été qu'il faut veiller. À veiller dans plusieurs sens, dans la conception, dans l'information à l'utilisateur, l'information au maître d'ouvrage, et de prendre des marges de manœuvre aussi dans le fonctionnement réel. Il va essayer de mettre des hypothèses défavorables. Défavorables en hiver quand on parle de consommation énergétique, mais des hypothèses défavorables aussi en été sur l'aspect confort. On ne va pas prendre en compte que tous les utilisateurs sont des thermiciens et qui sont chez eux en train d'attendre le moindre changement de température ou d'apport solaire pour fermer les stores, ouvrir les fenêtres, etc. Et si je dis ça, c'est parce que c'est une critique que j'ai avec beaucoup d'expertise qu'on a en bureau d'études, avec des gens qui nous mettent oui, mais dans mon logiciel, j'ai mis que le prof, il ouvrait la fenêtre dès que la température intérieure était plus fraîche que la température de sa classe. À mon avis, le prof, il a autre chose à faire que gérer l'ouverture de la fenêtre pour rafraîchir son bâtiment. Et à mon avis, il ne le fera jamais ça. Ce n'est pas un thermicien et il a autre chose à penser que ce paramètre-là. Bref, un bâtiment qui est un ancien foyer pour personnes âgées, donc avec l'inconvénient pour nous, entre guillemets, de personnes âgées. Alors, inconvénient dans le sens où elles se chauffent plus que 19, 20 degrés ou 21. On a plutôt des moyennes de 23 à 24 degrés, ce qui n'est pas favorable, ce que j'ai essayé de vous expliquer avant, pour le confort d'été, parce qu'à la place de partir de 20 degrés et essayer de ne pas dépasser 25, on va déjà commencer à 24. Donc, ne pas dépasser 25, il ne nous reste plus qu'un degré d'augmentation, alors qu'à 20 degrés, on aurait eu 5 degrés de possible d'augmentation. C'est ça la problématique du bâtiment passif, c'est que quand vous chauffez à 20 degrés, nous, on peut arriver, avec pas mal d'explications de la première partie, à limiter la hausse de température à 25, donc limiter une hausse de température de 5 degrés. Si les gens se chauffent à 24 degrés, on va avoir quand même cette élévation de température de 5 degrés. Et donc, à la place d'atteindre 25, on va atteindre 29 degrés. Je ne reschématise pas, je vous ai juste donné des petits ordres de grandeur. 19 000 euros de fuel, ça veut dire à peu près 900 euros pour un F1 bis de 30 mètres carrés. Voici la facture de chauffage qu'il y avait dans ce bâtiment-là. En plus, le bâtiment était quasiment à moitié vide. Je passe. La stratégie, est-ce que le bâtiment vaut le coup? L'avantage, c'est que tous nos bâtiments collectifs sont fortement compacts. Alors, je vous ai entouré là une petite nuance, c'est à condition de virer les circulations, de virer ces circulations, ces locaux non chauffés. Donc là, c'est le principe, c'est de les mettre dehors. Le principe, il est aussi de créer comment je pourrais dire, une économie, une rentabilité accrue pour le maître d'ouvrage. Hein, réhabiliter un bâtiment demande de l'argent, donc le minimum à faire pour nous, c'était de lui faire gagner en rentabilité. Ça veut dire quoi? Cette partie jaune, elle représente 33% de la surface habitable. Donc on a permis à notre bailleur social de louer 33% de surface en plus qu'avant et de virer 33% de surface non chauffée qui nuisait fortement à la compacité. L'orientation, on a deux trames de bâtiments, une sud-est, une sud-ouest, qu'on va essayer d'optimiser. Une isolation par extérieur sans difficulté, on fera le tour du bâtiment. Et le principe, c'est bien sûr d'arriver à faire un bâtiment passif
sans passer par une démolition-reconstruction, ce qui permettait de faire une économie de 500 000 euros et surtout d'éviter les caricatures, parce que l'énergénécrise contenue dans la maçonnerie, c'était l'équivalent de 40 ans de chauffage du bâtiment rénové ou neuf. Donc faire une démolition-reconstruction, même si le bâtiment est passif, c'est une caricature, c'est une contre-réalisation. La je fais un petit rapide, hein, à peu près il y a 30 cm de ouate de cellulose partout autour du bâtiment, sauf en comble où il y en a 50. Voilà. Des menuiseries au nord en triple vitrage bois alu, au sud du double vitrage en bois alu. Voilà pourquoi maintenant je fais, grâce à ce retour d'expérience d'un bâtiment qui a été instrumenté pendant 12 ans et un retour sur les coûts de travaux réels, je peux dire que le triple vitrage est beaucoup plus rentable qu'un châssis-tout et la différence de prix, elle est minime. Le coût de la rénovation thermique seul, 200 € du mètre carré, c'est uniquement la partie, le coût des isolants, le coût des menuiseries, le coût de l'étanchéité à l'air, le coût de la ventilation, le coût du chauffage, tout ce qui joue sur le confort d'été et le confort d'hiver. La réalisation totale, je crois que je l'ai mis à la fin, c'est 1 200 € du mètre carré, si je ne dis pas de bêtises. Vous verrez le chiffre à la fin, en tout cas celui-là est bon. La vision est différente, on va arrêter de faire des surimpositions d'éléments, système high-tech est cher, on va essayer d'avoir une vision qui est portée sur une compacité de tous les éléments, d'où le principe de ressortir les surfaces de circulation, d'avoir une vision, on va parler de confort d'été, d'une coursive extérieure qui est dimensionnée pour servir de circulation, mais qui est aussi dimensionnée pour servir de brise-soleil. Bon, l'avantage pour les gens, c'est qu'ils ont une circulation avec une largeur de tête de 1,60 m, donc une coursive assez large. Et ça, c'est intéressant en retour d'expérience, c'est que à la base, ce n'était pas adapté au climat vosgien, un climat où il neige et il pleut. C'était plutôt un système des pays du Sud. Et en fait, c'est assez marrant que le système, il n'est déjà pas des pays du Sud, il est plutôt des pays nordiques. On avait on nous a mis pas mal de réticences en face de cette conception de coursive extérieure, aussi par rapport au fait que les locataires passent devant leurs voisins pour accéder à leur logement. Ils passent devant les fenêtres des voisins. Et le retour d'expérience, c'est qu'en fait, ça crée une dynamique dans l'immeuble et de la cohésion sociale dans l'immeuble. Voire même, certains locataires comment je pourrais dire, se servent de la circulation avec des tables chaises pliantes qui vont poser ponctuellement pour aller manger à midi ou le soir sur cette coursive. Donc, bizarrement, ça a été très critiqué au départ et le retour d'expérience qui est fait par le maître d'ouvrage, c'est que c'est plutôt un point de cohésion sociale plutôt qu'un point où ça crée du conflit entre locataires. Voilà. Donc, c'est une vision économique, c'est arriver à que chaque système matériau qu'on va mettre en place ait un double, voire un triple usage pour qu'il devienne rentable. Je passe. Un petit bilan avant-après hein, pour savoir qu'est-ce que ça amène réellement dans notre partie économie de gaz à effet de serre et économie de manne financière. On passe d'un système fuel à 1 260 € en équivalent T3. Hein, je les ai remis pour comparer sur les mêmes mètres carrés. 1 260 € qui étaient du fuel. Le fuel, il n'est pas français, malheureusement. J'estime qu'il est plutôt de pays peu démocratiques. On est passé à de la plaquette bois vosgienne, un peu plus démocratique comme pays, on va dire, et surtout une énergie, alors avec des grands guillemets, renouvelable. Je dis bien des grands guillemets parce qu'en fonction de la consommation de bois, on n'est pas forcément dans un système 100% renouvelable. Excusez-moi, c'est mon point de vue personnellement. Effet de serre, à peu près 200, juste 200. Bah forcément, on a divisé la consommation de chauffage par 12 et on est passé du fuel au bois. Voilà. Ça, c'est un radiateur. Il n'y a pas de radiateur visible dans les logements. C'est le seul système qui existe. C'est dans les gaines de soufflage. Donc, les locataires ne voient que des bouches de soufflage. Et en fait, on souffle de l'air chaud pour chauffer le logement. Il n'y a pas d'autre système d'émetteur de chaleur. L'avantage pour nous, c'est qu'on n'a pas de ramasse-poussière. Moi, j'estime qu'un radiateur, c'est un ramasse-poussière. Et il n'y a pas de perte de place avec la place prise par le radiateur. Il y a une autre vision, c'est que c'est beaucoup plus économique dans les logements d'avoir un seul radiateur par logement qu'avoir un seul radiateur par pièce.
Ça, c'était une remarque sur la conception aussi d'un point de vue économique pour le locataire, doit être une réflexion globale. On est sur une chaufferie collective, des systèmes collectifs qui permettent que la charge annuelle, donc c'est le chauffage, l'eau chaude, la ventilation et l'entretien des systèmes, ne soit que de 140 € par an et par T3. Hein. On parle bien de 140 € par an et par logement pour chauffage, eau chaude, ventilation et entretien de système. L'erreur qui aurait pu être faite, pourquoi? Parce que c'est une demande qu'on voit souvent dans le logement social, de mettre en place des systèmes individuels. Si on parle juste de l'abonnement du gaz, c'est 215 €. Si à ça, on rajoute l'entretien de la chaudière gaz individuelle, on peut rajouter 100, 150 €. Et là, déjà là, on a détruit complètement l'économie d'énergie générée pour le locataire. Hop, un petit bilan. C'était trop. Un petit bilan. Ça va être très imagé pour certains. Vous essayez de me mettre dans une condition. En bleu clair, la température extérieure, mesurée au mois de novembre 2011. Tant qu'à faire, reprendre un vieux... le bâtiment, il a 12 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En vert clair, on voit après la récupération de chaleur de la double flux. Donc quand il fait moins 10 degrés dehors, on souffle de l'air à peu près à 18-19 degrés. Donc, on peut voir que le gain est non négligeable. En bleu foncé, la température de l'appartement numéro 3, où la consigne de chauffage est mise à 23 degrés. Ce que je vous parlais tout à l'heure sur la problématique, entre guillemets. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le problème de la personne âgée, non, c'est le problème du concepteur. Il n'y a jamais de problème avec l'utilisateur. Le problème est toujours de la conception, de ce que le concepteur doit prendre en compte. Donc, la personne se chauffe à 23 degrés, demande une consigne de chauffage à 23 degrés. Donc, on a les évolutions de température journalière. Donc, on voit qu'elles sont très faibles. Et en rouge, ces petits pics-là, c'est quand le chauffage a démarré. Donc, il faut imaginer qu'au mois de novembre, en climat vosgien, où la température moyenne est de l'ordre de 5 degrés, il y a moins de 6 jours de chauffage pendant un mois au mois de novembre. Et il faut attendre d'avoir des températures qui ont des pics négatifs. Donc, ce pic-là négatif, avec un peu d'inertie, demande au logement de se chauffer pour maintenir 23 degrés. Donc, chez vous, ce mois de novembre, vous essayez de maintenir 23 degrés et pour maintenir 23 degrés, vous avez le droit à 6 jours de chauffage. Donc, bon courage. Il faut quand même attendre des pics de température ou des moyennes de température inférieures à 5 degrés pour que le chauffage se mette en route. Ça veut dire pour arriver à maintenir 23 degrés. Et ce pic de température à moins 6, 7, on voit que l'influence sur la température intérieure est quasiment proche de 0. On a perdu moins de 1 degré. Voilà pour une vision confort d'hiver, même si ça ne parle pas de confort, ça parle de quel est le jour où le système de chauffage s'est mis en route pour maintenir 23 degrés. Hein. Et l'autre vision, ça c'est l'ingénieur qui fait de la recherche qui est super content, c'est quand il fait moins 15, moins 20 même, moins 20 on n'en voit plus malheureusement, ou quand il fait quasiment 37 degrés dehors, et avec un nombre de jours caniculaires assez important. Alors, une canicule se définit quand la température nocturne ne redescend pas en dessous de 20 degrés, et de tête, c'est 2 ou 3 jours d'affilée. Donc là, on a une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, 6 journées, 7 journées, 8 journées, 9 journées, 10 journées. Et là, la personne qui fait d'autres expériences est content, il y a eu 10 jours de canicule. On va pouvoir regarder si la personne l'a cramé et l'a cuit dans son logement ou pas. Donc en rouge, la température extérieure, en bleu, la température intérieure. Et ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'il est très dur de ne pas dépasser 25 degrés alors que le locataire chauffe à 23 degrés en hiver. Donc on part de 23 degrés et pas de 20 degrés. C'est malheureusement un constat qu'on fait dans les bâtiments passifs. D'où l'important d'essayer de rappeler au locataire d'éviter, malgré que le chauffage ne coûte quasiment plus d'argent, d'éviter de ne pas surchauffer. On voit que la température intérieure est fortement impactée entre jour et nuit. C'est l'utilisation des protections solaires. Donc mon discours d'avant n'était pas de dire que les protections solaires ne servent à rien. Elle était de donner à nos utilisateurs des notices d'usage pour qu'ils comprennent
comment s'en servir à bon escient. Et le concepteur doit prendre en compte que malgré ces notices, encore plus quand il n'y a pas de notice, on doit prendre en compte un facteur humain de bon fonctionnement. Et là, c'est le hasard. Là, on intervient pour faire un rappel de bon fonctionnement des différents systèmes, donc l'ouverture de la fenêtre la nuit, les systèmes de protection solaire. On essaye de donner des consignes très simples et pas de consignes complexes ou de notices d'usage qui feraient 3, 4, 5 pages longues. Et là, on voit l'évolution des températures malgré la canicule. Donc malgré, je ne sais plus ce que j'ai dit, 10 jours de canicule, on voit une évolution de la température de 25 à 27,5 degrés. Et ça, ce n'est pas lié à l'inertie, parce que l'inertie a autant d'avantages, ce que je disais, c'est qu'on va mettre autant de temps à redescendre en température. Mais ça, c'est lié justement à l'isolation, aux protections solaires, au fait d'avoir travaillé sur des logements économes en énergie, donc des cuisines 100% équipées en électroménager de classe A++, et d'avoir travaillé sur un multiparamètre. Donc, malgré qu'il y ait 10 jours de température de 25 degrés à peu près, à 27,5. Donc, vous pourrez faire le test chez vous aussi, hein, en période caniculaire. La température ne monte que de 2,5 degrés. Et je pense que dans pas mal de bâtiments, juste en une journée, la température évolue de 2,5 degrés. Quoi. Voilà, c'était pour le retour d'expérience. Et mettre en avant surtout ce que on a du mal à faire, une approche multiparamètre et qu'un seul paramètre ne peut pas apporter un bâtiment confortable aussi bien en hiver qu'en été. Voilà, ma petite présentation. Je vous laisse reprendre la main. Merci Vincent pour cette présentation de ce bâtiment qu'on a eu le plaisir de visiter souvent dans les Vosges et aussi bien dans la fraîcheur que dans la chaleur vosgienne. On a quelques questions, notamment. Ouais. Alors, une question sur la régulation individuelle au niveau des logements. Peut-on réguler la température individuellement? Chaque locataire a un petit thermostat comme on a tous, sauf qu'à la place d'avoir, en plus des radiateurs avec des petites vannes sur les radiateurs, ils ont une température ils ont un thermostat général d'ambiance. Et en fait, de toute façon, dans des bâtiments passifs ou fortement isolés, on va dire, la température, elle est homogénéisée. Vous êtes tellement isolé de l'extérieur que vous n'avez pas de pièces froides. Donc, dans tous les cas, en fait, ça ne sert à rien de mettre du chauffage par pièce parce que de toute façon, la température est moyennée. Et pour ceux qui habitent en logement collectif, si vous coupez le chauffage chez vous et que vous avez un voisin en dessous qui chauffe bien, vous allez vite comprendre qu'en plus, vous avez des interactions entre logements. Ça veut dire que de toute façon, même dans un bâtiment peu isolé, vous avez des échanges de chaleur, vous moyennez des températures entre vos voisins, etc. Et dans un bâtiment passif, vu que vous êtes plus isolé de l'extérieur, la température est quasiment homogène, quelles que soient les pièces. Quoi. On aurait pu cibler une pièce à chauffer et pas les autres, mais dans tous les cas, on aurait eu la même température dans tous les autres pièces. On a une petite question concernant les usages. Quelle que soit la température, les anciens adorent les points chauds. Aspect culturel et nostalgique du poêle à bois central de nos vieilles maisons. D'après toi, Vincent, faut-il respecter ce choix en leur offrant la possibilité d'avoir un petit coin chaud localisé, même s'il n'a pas forcément besoin? Alors, celui-là, c'est un des premiers bâtiments. Maintenant, on fait pas mal de logements, on va dire seniors, et on remet en place plutôt des poêles à granulés. Pourquoi? Parce que le problème du poêle à bois chez les anciens, c'est qu'il faut qu'ils manipulent du bois. Donc, pareil, dans la vision globale, on ne va pas leur demander de porter des charges assez lourdes. Donc, on fait des poêles à bois et donc il y a bien un point chaud. Donc, on remet en place ce principe-là. La flamme est assez importante, même si on a des critiques dessus. Alors, la critique, c'est que il consomme entre 1 et 2 stères de bois par an. Je fais des équivalences parce qu'on met du granulé. Je vais expliquer la vision que je vais la développer un peu plus. Donc, en fait, vous ne pouvez pas faire du bois non plus tout l'hiver parce que la température chez vous va être trop élevée. C'est un usage très ponctuel, mais on le remet en place dans les bâtiments seniors. Et on fait livrer un espèce de petit silo
où il doit avoir 3 tonnes dedans pour 2 maisons. C'est un silo en fait qui est dehors, juste dehors, abrité de la maison. Et en fait, il y a des tout petits seaux. Et en fait, la personne vient charger son petit seau pour pouvoir avoir une manipulation adaptée à ce que lui est capable de porter. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Donc en plus, la réflexion doit être encore plus loin de dire oui, il faut bien un point chaud. Après, comment on arrive à lui simplifier la vie, même si la quantité de granulés pour chauffer sa maison reste faible, on n'est pas sur, il ne porte pas 3 tonnes par hiver, mais il y a aussi une vision de dire, bah, lui, certaines personnes âgées ne peuvent pas porter un sac de 15 kg de granulés, et donc on trouve des systèmes aussi pour pouvoir leur permettre de même porter que par 2, 3, 4 kg en fonction de ce que la personne est capable de faire. Donc on remet en place ça aussi, effectivement, des points chauds pour les personnes âgées. Et on met en place aussi souvent, on met en place des sèche-serviettes dans les salles de bain pour recréer des points chauds en hiver, pour faire sécher les gants ou ce qui serait mouillé, quoi. Donc oui, on remet en place aussi des petits systèmes comme ça, qui apportent un confort plutôt psychologique réel, mais le psychologie fait partie de nous, humains. Et une question remarque sur la massification. Tous ces bâtiments exemplaires, entre parenthèses, bravo, te semble-t-il suffire pour initier d'autres projets de façon plus massive? La démonstration suffit-elle pour rassurer les autres porteurs de projets et décideurs? Et j'en profite pour préciser que c'est ce qu'on essaye d'initier aussi nous avec les formations et les voyages d'études qu'on mène avec Terra Énergie et d'autres professionnels qui participent à cette diffusion avec les retours d'expérience. Il y a 2 visions. Il y a prouver que c'est possible, qu'on arrête de nous dire que ça ne fonctionne pas, que c'est impossible, c'est hors prix du marché, c'est trop cher, c'est réservé à une élite, etc. Donc il y a une première partie qui est de montrer que c'est possible, que ça existe. Ce bâtiment, je ne sais plus s'il a 11 ans ou 12 ans. Donc on n'est pas sur des exemples qui datent de hier. On n'a pas attendu que les fabricants de systèmes nous apportent une solution, quoi. Il faut que nous, on aille la chercher, la solution. Donc c'est la première partie, c'est montrer que le changement, il est possible. La deuxième partie, la plus complexe, et celle qui manque énormément, c'est former les gens, parce que c'est une approche plus complexe que ne pas se poser de questions. Poser des questions demande plus de temps, plus de compétences aussi pour y répondre. Et c'est ça qui manque, je dirais, pour massifier, j'aime pas le terme, mais je le comprends, massifier des réflexions plus abouties, plus globales. très bien. Eh bien, merci Vincent pour d'avoir animé cette 3e bulle avec la conviction qu'on te connaît, en matinant une approche scientifique pour ancrer les constats et les réflexions, et des retours d'expérience pour ancrer dans une réalité, comme avec Raon, avec donc pour preuve par l'exemple que c'est possible, ce que tu soulignais tout à l'heure, et avec l'impératif de former les gens. Avec toujours l'enjeu central de la méthode, avoir une approche globale, multicritère, avec l'utilisateur au centre des préoccupations. Les questions d'efficacité énergétique étant connexes et venant après celles de confort des habitants, de vivabilité de nos intérieurs et de limitation des rejets de gaz à effet de serre. Et on se souviendra de tes clins d'œil à Jean Giraudoux et à Hubert Reeves avec la guerre des 3 vitrages n'aura pas lieu et le fameux PFH, le putain de facteur humain. C'est donc bien le bâtiment qu'il faut adapter à l'usage et non l'inverse, contraindre l'habitant au fonctionnement de son bâtiment, aussi performant soit-il. Tu rappelles l'importance de délier le vrai du faux dans tes discours, dans les pratiques, et qui mélangent allègrement et parfois à dessein certains concepts. Donc merci encore pour ton approche multidisciplinaire et ton approche globale passionnante et pertinente. Ouais, il n'y a plus qu'à passer au boulot. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Vincent, si tu acceptes de faire un dernier petit partage d'écran pour qu'on puisse avoir la vision de la suite de la programmation.
qui donc se situe déjà la semaine prochaine, mercredi 23 septembre à 18 h, sur la copropriété et la rénovation énergétique de qualité architecturale et écologique avec le CAUE Rhône Métropole et l'ALEC Métropole de Lyon. En octobre, sur le réemploi comme un nouveau mode de construire en synergie entre économie circulaire, énergie grise et dynamique territoriale avec la société coopérative Bellastock. En novembre, sur la ventilation naturelle, que nous questionnerons avec Karine Lapré du bureau d'études Tribu sur les enjeux et approches pour viser le confort d'usage. Et on continue d'enrichir la programmation des bulles sur le site internet Faire ensemble et autrement, où vous pourrez retrouver aussi les enregistrements des 11 précédentes bulles et de la bulle d'aujourd'hui d'ici au courant de la semaine prochaine. Avec une pluie de bulles à Lyon. Et avec un petit coup de projecteur là, en cette rentrée sur 2 actualités emblématiques, la démarche Faire ensemble et autrement de la SCOP Les Deux Rives. Alors, le premier sur le renouvellement de nos formations labellisées certifiantes DDQE développement durable et qualité environnementale qui redémarre en octobre à Lyon et à Strasbourg à l'Ordre des architectes et en décembre à Dijon à la Brodonnerie, toujours sur le même format de 2 jours par mois pendant 8 mois avec un voyage d'études de 3 jours. On fera dans nos frontières ou en dehors de nos frontières suivant l'actualité du moment, avec une programmation basée sur les retours d'expérience d'experts pionniers dans leur domaine de compétences, comme vous l'a montré Vincent ce soir, pour toujours une démarche multi-acteurs, pluridisciplinaire et transversale que nous organisons depuis 2003 dans l'optique de nous préparer à ce fameux monde d'après, en matinant les approches écologiques et sociétales, avec notamment les intervenants que vous avez rencontrés et que vous continuerez à rencontrer tout au long de ces bulles. Hélène et moi sommes disponibles pour répondre à vos questions sur le contenu et le montage de prise en charge de ces formations. Et on se réjouit de l'enthousiasme qu'elles suscitent en cette rentrée. En effet, la formation des DQ à Lyon est quasiment complète. Et un deuxième coup de projecteur sur 2 formations courtes qu'on organise à la suite des 2 bulles de septembre. La première, donc confort d'été, confort d'hiver, concilier les 2 visions dans une approche globale, éviter les surchauffes, avec Vincent Cogliatti à Strasbourg. Alors des architectes, et la deuxième, agir en copropriété pour la rénovation énergétique de qualité les 15 et 16 octobre matin, qui aura lieu celle-ci à distance. Et pour plus d'infos sur le programme de la rentrée, on va vous mettre en lien dans le chat les infos sur l'agenda avec l'ensemble de la programmation des formations courtes en présentiel et à distance, sur la DDQE, enfin les DDQE qui redémarrent et sur les voyages d'études plutôt pour l'année prochaine et plutôt à l'intérieur des frontières de France en cours de définition pour 2021. Voilà, et on me souffle dans l'oreillette aussi une magnifique et surprenante formation que nous proposons à Besançon au mois de novembre avec le pôle énergie, Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'APS, l'atelier pratique des savoirs, avec Laurent Boiteux, qui participe à cette bulle. Le premier cercle est sur le pont. Et comme d'habitude, tous les replays et la programmation sur faireensembleetautrement.eu. Et merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Merci à Vincent pour ton intervention rafraîchissante. Et on vous souhaite encore à toutes et à tous de tout cœur une belle rentrée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et au même horaire. Toujours à l'heure de l'apéro. Donc, toujours à l'heure des bulles. À l'heure des bulles. Voilà. À bientôt. Merci Vincent. Merci à tous. Merci à toutes.